Bonjour à tous. La semaine dernière, les sénateurs de la mission d'information sur l'accès aux documents administratifs et aux données publiques a auditionné les représentants du Conseil national du numérique et notamment le président de ce conseil, Benoît Thielin. Alors ce conseil, qu'est-ce que c'est? C'est une instance qui comporte une trentaine de personnes, aussi bien des universitaires que des présidents de start-up et qui joue le rôle d'interface entre les décideurs publics et les acteurs du monde du numérique. Pour ce conseil, le mouvement d'ouverture des données aujourd'hui en marche est un sujet essentiel et s'il estime qu'il faut tendre vers une gouvernance ouverte, notamment faire en sorte que la société civile comprenne les mécanismes qui président une décision publique, il met aussi l'accent sur la question de la protection des données, une question qui a été largement mise en avant récemment par l'affaire Snowden. Tout de suite donc, retour à cette audition qui s'est tenue la semaine dernière en salle Médicis. Bien, mesdames et messieurs, donc sur proposition du groupe écologiste du Sénat, a été décidée la création d'une mission commune d'information sur l'accès aux documents administratifs et aux données publiques. Donc, Madame Bouchou a été désignée comme rapporteure par la commission et moi comme président. Nous avons décidé, bien sûr, de procéder à des auditions, comme il se doit, et pour mesurer les progrès réalisés et les difficultés rencontrées en matière d'accès aux documents administratifs et aux données publiques. Les trois auditions auxquelles nous procédons aujourd'hui s'inscrivent dans le premier volet de notre démarche, définir les attentes des différents publics concernés en matière d'accès aux documents administratifs et d'ouverture des données publiques. Alors, les auditions sont ouvertes au public et à la presse et c'est diffusé sur le canal du Sénat. Un compte-rendu sommaire en sera publié. Donc nous allons entendre les représentants du Conseil national du numérique, donc son président, M. Benoît Thielin, M. Godefroy Beauvalet, vice-président, M. Jean-Baptiste Souffron, secrétaire général, Mme Mathilde Bras, rapporteur adjoint, et M. Dimitri Barclay, rapporteur adjoint stagiaire. Alors tout d'abord, une journée en avance, on va vous souhaiter un bon anniversaire. Merci, Monsieur le Président. Puisque c'est le 17 janvier, décret du 17 janvier. C'est vrai. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Je vous remercie d'avoir eu cette élégance de rappeler cette date anniversaire, effectivement. Voilà, alors je ne vais pas rappeler votre curriculum vitae, mais je pense que le mieux est de vous donner tout de suite la parole pour rappeler brièvement le rôle du Conseil national du numérique, en particulier dans le domaine des services publics et de la vie citoyenne, avant de présenter les principaux constats et recommandations du Conseil en matière de diffusion et de réutilisation des données publiques. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Vous organisez comme vous voulez après. Pardon ? Vous organisez comme vous voulez. Oui, bien sûr, mais d'ailleurs, vous allez voir, on va avoir une intervention assez libre et puis le plus possible, évidemment, des échanges avec vous-même. Ça tienne... Enfin, c'est 10h30, hein, parce qu'on a après d'autres auditions. Hein, Il y aura les échéances prévues. D'abord, vous remercier, Monsieur le Président, et puis messieurs, mesdames les rapporteurs et membres de cette mission d'information, de nous avoir sollicités sur un sujet, évidemment, qui nous est particulièrement cher. Vous n'êtes pas sans savoir, évidemment, que le mouvement d'ouverture des données pour les professionnels du numérique que nous sommes au Conseil national du numérique font évidemment partie des problématiques sur lesquelles on a été amené déjà à se pencher, sur lesquelles évidemment probablement on sera amené à retravailler dans les mois et dans les années qui viennent. Juste peut-être pour rappel, très rapidement, sur les missions du Conseil national du numérique et sur les travaux qu'il a déjà menés. Le Conseil est une institution encore un peu jeune de la République, qui avait été créée par le précédent président de la République, et dont l'objet, qui a été finalement assez peu modifié après sa réinstallation il y a maintenant presque un an, comme vous le soulignez tout à l'heure, Monsieur le Président, vise tout simplement à jouer un rôle un petit peu d'interface entre les décideurs publics au sens large du terme, même si évidemment nous travaillons beaucoup en étant sollicités par des saisines par les ministères, et le monde du numérique. Et je pense qu'effectivement dans cette phase de transition numérique dans laquelle nous nous trouvons, dans laquelle évidemment une dynamique d'innovation particulièrement forte fait
que ces problématiques évoluent fortement et qu'il est difficile de trouver des interlocuteurs institutionnels stables, on va dire des corps intermédiaires un peu institués qui suivraient toutes ces évolutions, eh bien il avait été décidé de créer spécifiquement un conseil qui puisse accompagner au fond les décideurs publics dans toutes ces réflexions. Nous avons été réinstallés il y a maintenant presque un an, nous sommes 30 membres, paritaires. Ça n'est pas si fréquent dans les institutions de la République pour le rappeler ici, et qui reflète, je crois, la diversité de ce que représente aujourd'hui le monde du numérique. Évidemment, le big business, comme on dit, des opérateurs, des grandes entreprises françaises du numérique qui sont représentées, si je puis dire, même si les membres du Conseil sont nommés intuitu personae, mais au-delà, et c'est un point qui nous a été cher dans la réinstallation du Conseil, des universitaires, des représentants aussi de petites entreprises, de start-up, d'associatifs, de think tanks ou autres. Et je crois qu'on a une certaine diversité qui fait que nos avis, en tout cas quand on les délibère et quand on travaille sur un certain nombre de sujets, s'enrichissent assez fortement justement de ces différents types de points de vue. On a été amené depuis maintenant presque une année à travailler sur des sujets aussi divers que la neutralité de l'Internet, la fiscalité du numérique, l'inclusion numérique. Nous travaillons en ce moment également sur la neutralité des plateformes. Nous allons probablement travailler bientôt sur les questions de santé. Bref, je dirais le périmètre de nos interventions est effectivement assez vaste. Et il nous a été déjà amené à plusieurs reprises, dans un certain nombre de nos avis, à nous rapprocher au fond des problématiques de données et de leur ouverture. Ça peut éventuellement, évidemment, se poser sur les questions des données publiques, mais pas forcément de manière exclusive. Je me souviens notamment avec Godefroy Beauvalet, qui est vice-président du Conseil, qui est plus précisément chargé des questions liées au service public, mais qui a aussi eu la chance d'avoir à travailler sur la question difficile de la fiscalité du numérique. Vous savez que c'est une des saisines qui nous a amené à organiser une concertation avec le secteur. Et une de nos préconisations, qui me semblait innovante et intéressante, était précisément sur la question de la fiscalité, et en particulier des grandes plateformes, vous savez, qui s'acquittent assez peu de leurs impôts, parce qu'il y a des mécanismes d'optimisation fiscale qui fonctionnent assez bien en France et dans le reste de l'Europe d'ailleurs. Une de nos préconisations était précisément de dire qu'il était difficile de faire et de mettre en place des fiscalités spécifiques. Ça fait beaucoup d'effets pervers, ce n'est pas le lieu ici de le détailler. Mais en revanche, que le fait de pousser à davantage de transparence sur la réalité de ce qui était payé par ces grandes plateformes, dans un univers dans lequel, et pour lequel nous, d'ailleurs, le Conseil, on est évidemment très conscient et très favorable à ça, dans ce mouvement de la gouvernance ouverte, je pourrais dire, et dans lequel les grandes plateformes sont quand même toujours tributaires du choix que font au quotidien les utilisateurs d'y aller et d'utiliser leurs services, eh bien, la transparence sur un certain nombre de ces usages devient clé et devient un élément extrêmement important de la qualité de leurs services et de la satisfaction de leurs utilisateurs. Et donc vous voyez que là, sur un sujet assez éloigné, comme la fiscalité du numérique, dans un champ différent de celui pour lequel vous nous interrogez, on retrouve en fait cette problématique de gouvernance ouverte qui pour nous est clé et qui ouvre, je pense vraiment, une nouvelle ère dans les relations que les individus peuvent avoir avec le secteur privé, c'est l'exemple que je vous prends, mais également que les citoyens peuvent avoir avec les institutions publiques, et ça c'est le sujet plus précisément sur lequel vous nous interrogez. Alors je dirais, il y a une problématique, je pense a dû largement déjà être poussée par les auditions que vous avez commencé à mener. Je pense qu'on est aujourd'hui dans une forme de dialectique entre cette gouvernance ouverte qui, à mon avis, va engendrer de nouveaux types de relations et probablement aussi des phénomènes et des mouvements d'amélioration des services qui peuvent être extrêmement intéressants. Moi, j'avais travaillé maintenant un ou deux ans sur le sujet justement en réfléchissant aux questions de l'OLF, de réforme de l'État, de réduction des dépenses du secteur public, en réfléchissant au fait qu'il est probable que donner parfois de la visibilité à la société civile,
sur la manière dont un certain nombre de décisions, de dépenses, de programmes peuvent être engagés est probablement, parfois, un moyen, en réalité, d'améliorer le service qui est rendu pour le faire, au fond, monter en qualité et aussi peut-être baisser en coût. Et donc pour nous, ce phénomène et ce mouvement vers des gouvernances ouvertes, évidemment, peut être la clé également d'un certain nombre d'autres types de préoccupations. Voilà ce que je pouvais dire un petit peu sur cette partie, je dirais, d'ouverture des données. Mais je pense qu'il faut aussi avoir en toile de fond qu'un mouvement inverse vient d'une certaine manière dialoguer avec cette problématique et qui commence à émerger. Et évidemment, c'est celle de ce qu'on appelle les données en masse, le big data, où évidemment, là, il y a évidemment là aussi une problématique d'externalité, de création de nouveaux types de services et donc d'entreprises qui peut être extrêmement intéressant, mais qui commence à poser des questions également, et je pense qu'il faut vraiment avoir en toile de fond ce double mouvement, une nécessité d'aller vers des gouvernances qui soient davantage ouvertes, et ça concerne évidemment le service public, mais également de se poser la question de plus en plus de la problématique un petit peu inverse, qui est que la multiplication de l'ouverture d'un certain nombre de ces données, la capacité que l'on a de les traiter en masse et de les analyser avec énormément de finesse, a fortiori dans le contexte, je ne peux pas ne pas en parler, de l'affaire Snowden, qui va continuer, je pense, d'éveiller les consciences de nos concitoyens et des autres citoyens, à mon avis, de l'Union européenne, sur le fait que, précisément aujourd'hui, dans un monde qui s'est fortement numérisé et dans lequel une grande partie de nos activités quotidiennes trouve une trace dans ce monde numérique, il est évident qu'on doit se poser aussi la question des conséquences que ça peut avoir à titre individuel. Et il faut donc trouver un équilibre nouveau, qui n'est pas celui de l'ordre ancien, un équilibre nouveau entre cette volonté de continuer à pousser l'administration et au-delà un certain nombre d'entreprises vers ce mouvement de gouvernance ouverte et en même temps de se préoccuper de replacer le curseur de manière équilibrée avec la problématique de protection des données personnelles et en particulier du droit à la vie privée que les individus peuvent avoir. Voilà pour moi les deux grosses tendances sur lesquelles le Conseil a pu être amené depuis maintenant un peu moins d'un an à réfléchir et qui va nourrir, je pense, nos futurs travaux. Je serais tenté de te donner un petit peu la parole, Godefroy, pour préciser un certain nombre de choses et puis je compléterai un petit peu tout à l'heure. Merci, Monsieur le Président. Peut-être pour compléter effectivement les remarques enfin, sinon approfondir du moins, aller plus loin dans ce qu'a dit Benoît. Donc effectivement, les deux sujets sont pour moi, d'une part, je dirais l'approche économique de la donnée publique, hein, et d'autre part, ce qui demeure, hein, l'approche, je dirais, en liberté fondamentale et puis en crédibilisation des politiques publiques. J'y reviendrai. Comme l'a dit Benoît, les données, c'est l'approche économique. Je prends les données dans le numérique, c'est comme l'air qu'on respire. Et on peut se poser la question de qui doit payer l'air qu'on respire. Ça serait commode de pouvoir tarifer à la respiration. Mais c'est quand même assez compliqué, et puis on sent bien que c'est gênant. Les données, les données publiques, c'est un peu du même ordre. Le fait qu'on les respire, qu'on les utilise, que les administrations d'abord, et puis ensuite des acteurs en aient besoin, ne veut pas dire qu'on doive systématiquement rechercher le paiement par l'utilisateur à l'utilisation. En d'autres termes, c'est ce qu'on appelle une externalité positive de production. Et dès lors, ça doit être géré dans la manière dont l'État gère ses actifs immatériels. La notion de valorisation ne doit pas être une notion de paiement à l'acte. Ou en tout cas, ces modèles nous paraissent très malthusiens par rapport à ce dont il y aurait besoin, notamment, et c'est ce que le remarquable rapport de M. Troyette a indiqué, si on veut valoriser ex ante, on est obligé d'imaginer les business models qui permettent cette valorisation. En d'autres termes, on ignore tous les business models que d'autres valorisations autoriseraient. Il faut donc passer d'une logique ex ante à une logique de liberté, une logique qui permette l'expérimentation des cas de réemploi. Et ça vient percuter de front une logique de valorisation, je dirais, traditionnelle.
Donc ça, c'est très bien expliqué par le rapport Trojet, et ça implique effectivement de se donner pour la puissance publique un objectif d'activation des données publiques, plus qu'un objectif de valorisation au sens immédiat pour cela. On a l'impression que les évolutions d'Etalab vont d'ailleurs dans ce sens-là. Et à ce titre, j'imagine que dans les auditions qui vont venir, vous auditionnerez Henri Verdier, les équipes d'Etalab et puis plus largement sans doute celles du SGMAP, parce que pour nous, ça nous paraît être l'opérateur, je dirais, essentiel, et qui en plus a récemment eu à reformuler stratégiquement et dans le sens que j'ai indiqué ses missions. L'autre élément, et Etalab d'ailleurs y contribue aussi, c'est que dans cette valorisation, l'État, la puissance publique pourrait se donner un devoir d'innovation. Puisqu'il s'agit d'inventer des nouvelles manières d'utiliser ces données, des nouvelles manières de rendre des services aux citoyens sur la base des données publiques, alors le devoir d'innovation pourrait être une manière pour les administrations. Je prends devoir d'innovation au fond un peu comme une prolongation du principe de mutabilité. Dans un moment de bouleversement, si les administrations ne se donnent pas autour des données le devoir d'explorer l'ensemble de ce qu'il est possible de faire à partir de ce qu'elles produisent, ou l'ensemble de ce qu'il est possible de faire en les utilisant, eh bien d'autres le feront pour elles, et ça ne sera pas nécessairement au service du modèle social que nous cherchons à défendre. C'est d'ailleurs quelque chose que le rapport Trojet note aussi, les données publiques, elles servent à la décision publique, et on se paye parfois un peu de mots en disant qu'elles sont valorisées auprès d'acteurs qui les payent, parce qu'une bonne partie de ces acteurs, semble-t-il, ce sont des administrations. Et donc, c'est sublime comptablement, c'est pas nécessairement utile budgétairement. Vous pardonnerez un ancien directeur financier de le voir comme ça. Enfin, on peut même aller plus loin, parce qu'aujourd'hui, on parle d'une part de données, d'autre part de documents administratifs. Aujourd'hui, tout ça, ça se ressemble, c'est ce que vous a dit, je crois, le professeur Chevalier, et sous la notion d'information publique, on peut subsumer des types de données et documents qui aujourd'hui sont regardés différemment par le droit. Peut-être y a-t-il là une piste pour vos travaux, d'autant plus que aujourd'hui, il y a un troisième type d'information publique qui peut-être est intéressant aussi, qui sont les algorithmes de décision publique. Aujourd'hui, la manière dont les cotisations sociales sont reprises, sont calculées dans les fiches de paye, ce sont des algorithmes qui reposent sur des documents publics, les textes, mais au fond, c'est l'algorithme qui prime, c'est l'algorithme qui fait le paiement. Donc ça aussi, ce sont des choses, ce sont des informations publiques qui pourraient gagner à être rendues disponibles sous une forme plus algorithmique et pas simplement sous la forme de texte. Peut-être tu veux redire quelques mots sur cet aspect-là avant que je passe au point qui m'est cher sur la crédibilité des politiques publiques. Oui, juste pour confirmer, hein, l'ensemble du Conseil a vraiment énormément apprécié le rapport Trojet, donc je voulais juste le ressouligner. Et effectivement, je pense qu'il y a une orientation qui avait déjà été donnée par le précédent gouvernement, qui je pense a été portée un cran plus loin par la nouvelle équipe d'Etalab, qui me semble vraiment à encourager. Et effectivement, les travaux sur votre rapport devraient certainement, à mon avis, s'enrichir, je pense, de les auditionner. J'ai regardé, il m'a pas semblé que vous l'aviez encore prévu, mais je me suis peut-être trompé. Mais vraiment, je vous y encourage, parce que ce qu'ils ont d'ailleurs initié encore récemment, puisqu'ils ont lancé leur nouveau site internet, vraiment sur un mode très collaboratif, très ouvert. Je pense que la France est vraiment en train de reprendre la tête de ce mouvement-là au niveau international, c'est quelque chose de bien. Alors justement, peut-être pour prendre quelques exemples concrets, de suggestions en fait dans ce champ de l'ouverture des données publiques. Vous savez que la France a été très pionnière en 1978 avec la création de la CNIL. C'est probablement le premier pays, c'est discuté avec la Suède ou la Norvège, mais globalement c'est le premier grand pays occidental à s'être doté d'une telle institution. La France a vraiment innové et dans le champ des libertés et dans le champ innovant à l'époque de ce que l'on appelait l'informatique. En revanche, quasiment la même année a été instituée la CADA.
Et sur la CADA, pour le coup, je pense que la France est restée probablement un peu timide. Elle s'est d'abord inspirée avec retard de ce qui avait été institué aux États-Unis notamment. Vous savez, le fameux Freedom of Information Act qui a été voté par le Congrès et le Sénat en 1966 et qui, malgré les révisions législatives qui ont eu lieu en France depuis la création de la CADA, continue quand même d'être assez en deçà de ses consoeurs américaines, mais aussi anglaises. Et si on regarde de manière générale au sein de l'Union européenne, la France n'est quand même pas particulièrement en pointe dans ce domaine-là. Je pense qu'il y a un vrai sujet à ce qu'on puisse faire plus que toiletter ce qui a été fait jusque-là, mais peut-être un tout petit peu changer de paradigme. Et d'une certaine manière, de ce point de vue-là, j'aurais tendance à m'inspirer des récents revirements qui ont été décidés par ce gouvernement, notamment sur le silence de l'administration, qui ne vaut plus refus, mais au contraire acceptation. Eh bien, j'aurais tendance à faire un parallèle, au fond, sur ce revirement qui me semble avoir marqué un changement dans l'administration française. Pardon ? Oui. C'est vrai, vous avez raison, Monsieur le Président. C'est vrai, c'est à craindre. Mais du coup, c'est vrai que j'aurais tendance à souhaiter, peut-être dans mes rêves les plus fous, à ce que le Parlement se saisisse, justement, à quelle occasion c'est à vous de le décider ou au gouvernement, mais en tout cas, de faire en sorte que peut-être que l'exception de l'accès aux données, qui est pourtant aujourd'hui, finalement, ce qui est inscrit dans la loi et ce qui guide les procédures de la CADA, soit inversée. Et que finalement, la règle soit l'accès et que devienne l'exception, au fond, de ne pas avoir accès. Je pense qu'il y a vraiment un revirement à faire et d'une certaine manière, probablement, à faire en sorte que la France, là aussi, retrouve dans cette nouvelle ère des gouvernances ouvertes plutôt la tête, comme elle l'avait fait très bien à l'occasion de cette grande loi de 1978, qui demandera par ailleurs certainement à être réaménagée. Vous savez que récemment, le Conseil national du numérique s'est autosaisi à l'occasion du débat d'ailleurs largement enrichi ou provoqué par le Sénat sur la loi de programmation militaire et son fameux article 13 devenu article 20, et que notre approche mesurée, je crois, mais quand même interpellante, a justement visé à rappeler qu'il y avait un besoin d'avoir une approche globale sur l'ensemble de ces sujets et que une loi sur les libertés ou plus généralement sur la transformation numérique qui viendrait revisiter un certain nombre de ces problématiques-là, chose qui n'a quasiment pas été faite en France depuis cette grande loi qui a été la loi sur la confiance dans l'économie numérique en 2004 de mémoire, donc on arrive quasiment à 10 ans à son anniversaire. Eh bien, je pense qu'on devrait effectivement, en tout cas c'est ce qu'a souhaité et ce qu'a fait en s'autosaisissant le Conseil national numérique, en annonçant que nous allions travailler sur une grande concertation sur cette question de la transformation numérique qui touche évidemment à des libertés et à de nouveaux types de droits également. Et juste pour préciser un tout petit peu sur cette saisine, parce qu'au Conseil, on a vraiment ce souci, et je pense qu'il va évidemment irriguer également vos travaux, d'avoir une vision, je dirais, de manière systématique un peu à 3 étages. Il y a évidemment un certain nombre de choses qui doivent être décidées dans le cadre national, et la loi doit se saisir à nouveau de ces sujets-là, mais également réfléchir et injecter au niveau européen ces nouvelles problématiques. Vous savez qu'il y a une directive ou un règlement européen qui est un petit peu encalaminé depuis quelque temps sur la question des données personnelles. Nous poussons beaucoup au Conseil national numérique, nous l'avons dit au Premier ministre que nous avons eu l'honneur de rencontrer lundi dernier, qu'il y avait un enjeu à ce que la France pousse la future Commission européenne à remettre d'une certaine manière le sujet dans ces discussions et à pousser cette directive ou ce règlement, pardon, si ça n'avait pas été fait d'ici là. Et enfin, 3e étage, il faudra probablement un jour qu'un traité international vienne renforcer l'ensemble de ces dispositifs. Je pense que ça devrait probablement être discuté dans vos travaux. Il n'y a pas de raison à ce que dans ce grand mouvement de gouvernance ouverte qui concerne au fond toute la planète, qui est en train de changer profondément nos sociétés, profondément les entreprises dans la manière dont elles travaillent,
il faut quand même se souvenir qu'il y a beaucoup d'entreprises qui l'ont déjà été, mais qui vont être confrontées à cette question de données sensibles. L'affaire Snowden devrait, avec beaucoup de prudence et d'humilité, interpeller les entreprises, françaises ou autres d'ailleurs, sur le fait que si des organismes aussi sécurisés que la NSA ou la CIA peuvent être confrontés parfois à des fuites sur des données extrêmement sensibles, il est fort à parier qu'un certain nombre d'entreprises, qui peuvent parfois être assises sur un certain nombre de données sensibles, seront confrontées à ces dispositifs-là. Ce que je veux dire par là, c'est que ce mouvement, il est général, il concerne l'administration, bien sûr, et je vous félicite de vous être saisi de ce sujet, mais il faudra aussi poser cette question, y compris au secteur privé. Bref, ce mouvement étant général, il serait intéressant, et c'est là-dessus que le Conseil national du numérique va orienter ses travaux dans les mois qui viennent dans cette concertation, à pousser également à ce qu'un traité international se saisisse de ces sujets. On pourrait rêver d'une espèce de loi de 78 revisitée, mais à l'échelle internationale. En tout cas, vous savez qu'il y a des initiatives qui ont été prises par le Brésil et par l'Allemagne. La France devrait, s'honorerait, elle aussi, à prendre, sinon la tête de ce mouvement-là, en tout cas, à y contribuer en y apportant sa pierre. Donc voilà, nous sommes extrêmement favorables, encore une fois, au Conseil national numérique, à ce que la CADA, la loi qui la gouverne, puisse s'inspirer d'un mécanisme de type FOIA et qu'il y ait cette inversion du paradigme qui puisse être lancée. Godefroy, je te rends la parole pour continuer à approfondir les problématiques sur lesquelles tu es très impliqué. Non, peut-être simplement, effectivement, à nouveau pour prolonger ce que dit Benoît, la nécessité de cette inversion de paradigme et de passer à une liberté des données et des informations publiques par défaut n'est pas simplement une affaire de progrès historique de l'ouverture des sociétés. Je crois que c'est une nécessité pour la crédibilité des politiques publiques et de la décision administrative qui en découle aujourd'hui. Je voudrais en prendre deux exemples. La récente polémique autour des chiffres du chômage et des annonces de la NPE, qui, suite, paraît-il, à des difficultés d'un opérateur, a conduit à un yo-yo des chiffres du chômage. Ce yo-yo se paye de crédibilité pour l'ensemble des acteurs qui ont été pris dans cette controverse. Et la confiance dans l'expression des administrations et des ministres et du gouvernement et puis des contrôleurs sur ces sujets est une des bases de la démocratie au fond, parce que sinon on se retrouve dans une situation où on n'a plus confiance sur la nature de la réalité et ça devient compliqué de faire du consensus. Donc aujourd'hui on n'est pas dans un exercice, je dirais, simplement humaniste, on est aussi dans la défense des capacités d'action aujourd'hui des instances publiques et politiques. Et puis, deuxième exemple tout récent, une polémique entre l'ambassadeur de France en Grande-Bretagne et le ministre de la Santé par voie de presse se déroule autour de l'efficacité ou non des dispositifs d'assurance santé en France et en Grande-Bretagne. Et les uns et les autres de dire que c'est mieux chez eux, ce qui est bien normal. Mais du coup, on commence à regarder. Est-ce que c'est crédible? Et vous savez qu'il y a le mouvement des fact-checkers. Et puis là, le gouvernement, le pays qui est capable d'aligner le plus de données ouvertes, de donner le plus de crédibilité à sa position, au fond, gagne la polémique. Et ce n'est pas toujours le gouvernement français. Donc je crois que, à la fois pour la crédibilité interne vis-à-vis des citoyens et pour la réputation, la crédibilité externe de la France vis-à-vis de ses partenaires, on est aujourd'hui pas simplement dans quelque chose qu'il serait bien d'avoir, mais dans une nécessité, et ça fait partie du rang du pays, d'avoir une politique aujourd'hui ambitieuse dans ce domaine. Ouais, je voudrais juste un tout petit peu... Non, pas du tout. D'enfoncer le clou, au contraire. Je ne nuancerai pas tes propos. J'aurais tendance plutôt à les confirmer avec force. J'ai une conviction personnelle assez forte. C'est que, pour multiples raisons qu'il n'est pas opportun d'élaborer ici, on vit quand même une forme de dégradation du débat public et d'une forme de scepticisme qui quand même s'empare énormément de nos concitoyens. Je pense que, et je peux donner plusieurs exemples récents où j'entendais des gens à la télévision, quand même, qui reste quand même la plateforme du débat public la plus massivement suivie, beaucoup de commentateurs ou de personnalités
Il disait, mais finalement, les chiffres, on leur fait dire ce que l'on veut. Et donc beaucoup de suspicion, beaucoup de scepticisme autour finalement d'un certain nombre de ces données. Et c'est pour ça que je voulais vraiment insister. Je crois que le fait d'être capable de pouvoir à nouveau, d'une certaine manière, disposer de données fiables, vérifiées par la société, par des think tanks, par des contre-pouvoirs, par des ONG, ça permettrait en réalité de reconstruire les bases qui me semblent absolument nécessaires du débat public en démocratie. Et donc vous voyez que évidemment qu'il y a des enjeux de liberté, qu'il y a des enjeux, je dirais, humanistes, évidemment qu'il y a des enjeux économiques extrêmement puissants, mais je vous dirais, il y a un enjeu démocratique, tout simplement, et qui n'est pas pour retrouver je ne sais quel âge d'or, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, si on veut reconstruire davantage de liens et de confiance entre les représentés et les représentants, eh bien je pense que d'une certaine manière, renforcer les bases du débat public me semble important. Et là-dessus, les données, parce qu'elles sont un des éléments, un des matériaux du débat public, ça me semble absolument clé. Au fond, et pour conclure sur ça, ce qui est redéfini par le numérique et ce qui est redéfini par le moment, c'est la fiabilité. Comment construit-on la fiabilité? Aujourd'hui, on sait que les institutions ne sont plus, on peut le regretter, mais regardées comme naturellement fiables. Et il suffit de regarder les enquêtes d'opinion sur le sujet. Il y a un relais qui est les grandes plateformes, c'est-à-dire l'opinion agrégée par les grandes plateformes numériques. En même temps, on voit qu'elles-mêmes, soit parce qu'elles monétisent, soit parce que les gens qui ont des enjeux de réputation viennent y expliquer pourquoi leur réputation doit être ce qu'elle doit être, ces grandes plateformes probablement ne suffiront pas à prendre le relais. Donc, comment dans le numérique reconstruire de la fiabilité? Probablement par la vérifiabilité. Et donc le fait que le citoyen, des think tanks, des fact-checkers émergents, les médias, puissent aller de lien hypertexte en lien hypertexte, d'analyse en analyse, de publication d'algorithmes en publication d'algorithmes, d'open source, d'open sourcification, enfin, ou de placement en logiciel libre des outils de calcul d'un certain nombre de choses dans l'État. C'est ça aujourd'hui la vérifiabilité. J'en prends deux exemples et simplement pour aussi pointer le rôle du monde de la recherche. Quand Thomas Piketty, par exemple, veut faire bouger le débat sur la fiscalité, il produit un site qui permet de simuler l'impôt. Ce site, au fond, est probablement le duplicat d'un site qui existe à l'intérieur du ministère des Finances. Est-ce que le ministère des Finances, duplicat, il a été refait, hein, c'est pas, il n'y a pas de problème de propriété intellectuelle, là. Ce n'est pas une fuite. Mais on oblige finalement la recherche à reproduire un modèle qui existe. Est-ce qu'il ne serait pas tout à fait intéressant qu'un seul modèle existe, qu'il soit ouvert et qu'il soit vérifié et qu'il soit utilisé par les uns et par les autres? Après tout, normalement, il n'a pas de caractéristiques politiciennes dans ce modèle. Pour en prendre cet exemple, ça repose sur un changement de paradigme, au fond, de la manière dont l'État approche ces données, ces informations. Mais il aurait probablement aujourd'hui à en bénéficier, à la fois dans l'efficacité, il y a tout à parier que le modèle serait meilleur, et en même temps dans l'opposabilité, finalement, dans le débat public des informations qui en découlent. Donc voilà le genre de choses. Je précise d'ailleurs à ce propos que les chercheurs, souvent aujourd'hui, sont embêtés par l'absence de données, le manque de données, la difficulté à accéder aux données en France, pour ne prendre... Et ça aussi, c'est un enjeu de crédibilité. Pourquoi de très nombreux articles d'économie portent sur le cas américain? Eh bien parce que les données américaines sont disponibles. Et donc si les données ne sont pas disponibles, et des Français, des chercheurs français sont bien obligés de travailler sur le cas américain et pas sur le cas français, parce qu'ils n'ont pas les données en France alors qu'elles sont accessibles sur Internet aux États-Unis. La situation évolue, mais moins vite qu'on ne pourrait l'espérer. Et peut-être, même si c'est des choses évidentes pour tous les experts qui travaillent sur les questions des données, évidemment, la simple ouverture des données ne suffit pas, loin de là, mais la question de leur bonne structuration dans des formats ouverts, réutilisables, et plus encore, la stabilité de la structuration de ces données est quelque chose d'extrêmement important. Le hasard a voulu qu'il y a quelques mois, j'ai rencontré un chercheur qui met en place un observatoire
je dirais pas lequel parce que je veux pas le mettre en difficulté, mais un observatoire à partir des données de l'INSEE, et qui me disait que depuis que l'INSEE avait vu qu'il récupérait ces données pour en faire un croisement original et pour en tirer des éléments d'analyse différents, il avait remarqué que tous les 6 mois, ce jeu de données était modifié, compliquant d'autant le travail que lui pouvait faire. Pour moi, c'est typique. Voilà. Il ne faut pas se contenter de demander à ce que les administrations, pour ce cas-là, ouvrent leurs données, mais il faut bien se préoccuper, de la bonne structuration de ces données, via des API notamment, mais aussi de la stabilité de ces API et de cette structuration, sans quoi on peut continuer d'avoir un droit théorique d'accès à ces données et dans la pratique, en réalité, compliquer le travail de l'écosystème. Ça me fait une transition d'ailleurs, peut-être pour conclure, avant que vous nous posiez peut-être un certain nombre de questions. Le mot n'a pas encore été trop prononcé, à part par Godefroy qui parlait tout à l'heure de plateforme. Je pense qu'un des éléments importants aujourd'hui de révolution dans l'économie, et même au-delà, c'est la question au fond de passage vers une économie de plus en plus de plateformes. Alors, je ne reviendrai pas ici sur la définition de ce que c'est, mais vous savez que les États-Unis, les Américains parlent beaucoup, ont décliné au fond ce concept en disant que, évidemment, ça touchait également un gouvernement. Ils parlent de government as a platform. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de plus en plus, un État ne va plus simplement rendre directement des services à ses concitoyens, mais va de plus en plus être un facilitateur, va mettre à disposition un certain nombre de données ou de services qui ensuite vont être réappropriés par la société, par des entreprises, par des associations, qui elles-mêmes vont réinventer derrière un certain nombre de ces services. Et évidemment, la matière qui permet le développement de ce nouveau type de service, parfois de services publics, même si c'est rendu par des personnes privées, par des associations, eh bien, repose pour l'essentiel sur cette matière qu'est la donnée publique. Donc on voit bien qu'on est, si on souhaite vraiment à ce qu'il y ait de l'innovation dans les services publics, ouvrir d'une certaine manière une nouvelle ère, beaucoup plus collaborative, pas forcément dans le service marchand, j'insiste sur ce point, mais qui permettent justement à l'émergence de nouveaux types de services dans lesquels il y a une collaboration, une coopération entre la société civile et la puissance publique. Ça me semble un point absolument clé, et je vous dirais qu'on ne peut donc que se réjouir de voir, par exemple, je donnerai juste cet exemple qui est très parlant, de voir la manière dont, par exemple, l'IGN a pu modifier ses ambitions et ses objectifs, puisqu'après avoir hésité un certain nombre d'années, pour des raisons qu'on peut comprendre d'ailleurs, hein, qui n'étaient pas toutes illégitimes, loin de là, mais aujourd'hui, d'avoir pris conscience que le rapprochement, par exemple, avec le mouvement d'OpenStreetMap était évidemment un choix politique et stratégique absolument majeur, et le Conseil national du numérique ne peut que souhaiter, d'une certaine manière, la systématisation ou la généralisation de ce genre de démarche auprès d'un certain nombre d'autres types d'acteurs publics. Voilà, moi c'est là-dessus que je conclurai, et puis avant de vous donner évidemment la parole pour nous poser des questions si vous en avez, et peut-être à toi Godefroy de conclure, de dire un mot si tu avais quelque chose à ajouter. Non, enfin, la conclusion est brillante, je n'ai rien à ajouter. Ce que vous citiez dans les exemples d'informations qui n'est pas comprise ou les données, alors c'est patent dans le domaine de la justice et de la sécurité. Alors là, c'est même c'est étonnant, les polémiques permanentes sur... parce qu'on a... Mais là, je crois que ça vient aussi que à la base, les données ne sont pas homogènes, etc. Et donc, bon, quant à la justice, on sait très bien la capacité énorme du ministère de la Justice à avoir un bon outil statistique, hein, ou informatique même d'ailleurs. Je pas maître. Je pense qu'il y a une bonne illustration, parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements, là pas seulement en France, mais aussi à l'international, de mise en cartographie de données de sécurité, de données de délinquance ou de choses comme ça. Les fameuses crime maps. Les fameuses on fait crime beaucoup maps. Les choux gras aux États-Unis notamment. Voilà, avec l'idée que du coup on peut vérifier à la fois ce qui se passe en temps réel ou presque, et en même temps corréler la valorisation d'un emplacement avec la délinquance. Alors, les études d'usage sur les crime maps sont assez intéressantes parce qu'elles tendent à montrer qu'au fond, les gens adoptent le niveau de zoom
dans la carte qui correspond à leur sentiment d'insécurité a priori. En d'autres termes, quel que soit votre sentiment de sécurité ou d'insécurité, vous trouverez à le confirmer en regardant la crime map à la bonne échelle, puisqu'il y a une, enfin voilà. Et ceci, alors si je porte ce point à votre attention, c'est parce que quand c'est important du coup pour la puissance publique, quand elle met à disposition les données, de regarder quels en sont les effets et puis d'avoir une politique en la matière, c'est-à-dire de contribuer activement à l'interprétation de ces données. Elle ne doit évidemment pas en avoir le monopole, mais elle ne doit pas non plus s'en désengager. Hein. On n'est pas dans une logique, le government as a platform, c'est pas le government intermédié par des acteurs, soit privés, enfin soit économiques, soit politiques. Et donc, il y a quelque chose auquel il faut faire attention. Ça permet aussi à la puissance publique, aux administrations, de progresser dans leur compréhension. Et ça implique enfin, il y a une forme de devoir de formation des citoyens, d'information et de formation qui permet, et ça peut aussi être transitif à travers les conditions d'utilisation des données, de ne pas, je dirais, servir des objectifs qui pourraient être contre-productifs ou dommageables à la cohésion sociale. Merci. Madame la rapporteure. Madame, Messieurs, merci de votre intervention. Moi, j'aurais deux questions sur deux plans assez différents. Que pensez-vous que nous devrions faire pour réduire la fracture? Alors, elle est culturelle, elle est très générationnelle, entre, pour aller vite, ceux qui sont conscients des enjeux que vous évoquez, voilà, qui ont cette intuition qu'il y a cette question, et tous ceux qui ne comprennent même pas le sujet. Donc, je vais vous donner un exemple. Moi, depuis que je suis rapporteur de cette mission, je pourrais ne faire que ça. Je suis sollicitée par des associations, par des établissements scolaires. Je vais demain au Mans, où il y a les classes prépa qui ont demandé à ce qu'on fasse une conférence, etc. Donc, d'un côté, il y a une demande qui vient plutôt... Il faut être clair, des jeunes qui maîtrisent des nouvelles technologies, qui sont en train de voir qu'on est en train de changer de société et qui veulent en discuter, qui veulent en débattre. Et puis, on va dire d'un autre côté, pour des raisons qu'on comprend bien, peut-être d'âge, de formation, on n'est pas très fort en culture scientifique en France, on va dire toute une partie de la population qui ne voit pas le débat. Alors, c'est peut-être mon côté malicieux qui me fait dire ça, mais moi j'ai l'impression qu'on est à un carrefour sociétal, à peu près la même chose avec un débat qui n'a pas eu lieu et que je ne vais pas refaire ici, au moment où on a fait en France le choix du nucléaire, c'est-à-dire qu'il y avait deux possibilités, bon, il y en a une qui a été choisie, eh bien là on est à la veille de ce type de changement de société. Et pourtant, ça passionne certains, et on va dire c'est un sujet qui laisse... de marbre, tous ceux, et on peut les comprendre, qui ne voient même pas qu'un sujet se pose. Donc si vous aviez des idées sur comment on pourrait faire en sorte que ces deux catégories de population se rencontrent, à mon avis, c'est un sujet majeur. Deuxième question que je voulais vous poser, et là aussi, la réponse interpelle. Je faisais hier soir au Musée des Beaux-Arts d'Angers une conférence sur la question du retour des œuvres d'art spoliées. Et à la fin de la réunion, où il y avait beaucoup de monde, m'attendait un monsieur très âgé me disant... oui, vous vous intéressez aux données publiques, etc. Mais il m'a regardé, il m'a dit, mais si, pendant l'occupation, on avait eu toutes les technologies dont vous faites la promotion maintenant, ça aurait été bien pire. Et je vous avoue que pendant quelques instants, donc je lui ai dit, écoutez, on ne fait pas l'histoire, il ne faut pas faire d'anachronisme, mais quelque part, sa remarque m'a semblé extrêmement fondée, de dire que là, nous songeons au meilleur des mondes, mais quelles sont les questions que nous nous posons sur... et si la démocratie avait des soucis. Donc je pense que sur ces deux questions, vous avez peut-être réfléchi, ou je pense que c'est un vrai débat qui se pose, et peut-être que les collègues ont aussi des questions à poser. Alors, vous touchez à un sujet fondamental, vous parliez du nucléaire. Je pense qu'effectivement, l'importance de l'enjeu se situe à peu près au même niveau. Donc vous avez entièrement raison, madame, je peux que souscrire à ce que vous avez dit. Ensuite, à mon avis, le sujet et les réponses sont multiples dans ce que vous poussiez. D'abord, vous le soulignez, il y a un sujet en France, je crois, je partage votre constat, de défaut de culture scientifique, qui est récent. La France a été pendant très longtemps un pays d'ingénieurs. C'est le pays de Jules Verne, des inventions. Vous savez que la France était le premier pays déposeur de brevets d'inventions à la fin du 19e siècle. Donc la France a une grande tradition d'inventeurs, une grande tradition d'ingénieurs et de scientifiques. Mais c'est vrai
que depuis une quarantaine ou une cinquantaine d'années, ce lien s'est un peu distendu. Et on le voit d'ailleurs dans la désaffection des vocations scientifiques. Le Conseil national d'ailleurs va être amené à travailler là-dessus avec le ministère de l'Éducation nationale, car c'est un sujet qui nous préoccupe énormément. J'étais en Israël avec le président de la République il y a maintenant 3 mois, et j'étais frappé par ce que nous ont dit nos interlocuteurs israéliens. Ils ont, en l'espace de 15 ans, il y a 15 ans, ils ont pris des décisions, donc on peut changer ces choses-là, et ils ont multiplié par 8 ces vocations scientifiques. Donc il y a un sujet, vous avez raison, de vocation. Ensuite, de manière peut-être un peu plus pointilliste, au-delà de ça, je ne peux pas ne pas poser la question, il y a eu un fameux article dans Le Monde récemment, d'une forme de déconnexion de nos élites, qui n'est pas que publique. Cette déconnexion est générale. Alors, elle pourrait être analysée sous un angle qui nous éloigne du sujet d'une plus grande difficulté dans notre pays qu'ailleurs à renouveler ces élites et à passer la main, au fond, à des générations plus jeunes. C'est un sujet beaucoup plus large. Mais je vous dirais... Comment, Monsieur le Président? Non, mais bien sûr, mais je ne pense pas vraiment... Vous savez... D'abord, il y a des élections, mais je ne pense pas tant au Parlement. Je trouve ça... ce n'est pas du tout un discours... anti-génération âgée, loin de là. Je pense qu'on a besoin de sagesse, on a besoin d'expérience. Loin de là, moi, de penser le contraire. En revanche, je pense qu'il faut de la diversité. Et c'est vrai que dans la formation de nos élites actuellement, je pense évidemment à la haute fonction publique, mais pas que. Dans les grandes entreprises, c'est pareil. Il y a probablement eu trop longtemps un défaut d'enseignement scientifique. Et je pense que c'est un vrai sujet que de réfléchir à comment est-ce qu'à l'ENA ou ailleurs, on réenseigne fortement de la culture scientifique et l'ensemble des problématiques dont on vient de parler. Ça, c'est pour les élites. Mais il n'y a pas que les élites. Vous parliez vous-même, vous disiez, vous soulignez le fait que ça ne préoccupait pas toute la population. Alors que même dans le petit univers numérique dont on est, dans un certain nombre de personnes que vous allez auditionner après nous, ce sont des problématiques pour elles absolument stratégiques et absolument majeures. Bon. D'abord, j'ai tendance à penser que ça change. C'est-à-dire que, et je ne peux pas ne pas reparler de l'affaire Snowden, qui est une déflagration majeure, et dont je pense que l'on doit mesurer les conséquences dans l'opinion publique, qui ne sont pas mesurables aujourd'hui, mais qui vont l'être, et qui posent la question de la confiance, absolument clé. L'économie numérique doit et ne pourra se développer que si elle repose sur de la confiance et de la durabilité. La durabilité, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais sachez que ça intéresse le Conseil national numérique, car il y a aujourd'hui des mécaniques qui sous-tendent l'économie numérique qui sont loin d'être durables. On a évoqué tout à l'heure la fiscalité, c'en est un, il y en a d'autres. Bon. Mais reposons-nous juste la question de savoir pourquoi est-ce que une partie de la population ne devrait pas progressivement prendre conscience de ça. Moi, j'ai la conviction contraire. Je suis profondément convaincu que les débats liés justement à ces problématiques d'usage de données que tous les Français vont avoir de plus en plus dans leur vie quotidienne. Encore une fois, les gens aujourd'hui ont dans leur poche un ordinateur qui suit quasiment en temps réel énormément de leurs activités, et ça ne peut que aller de manière croissante. Cette confiance-là, elle est clé. Et il faut donc, à mon avis, ne pas du tout penser que l'opinion ne sera pas travaillée par ces problématiques-là. Je pense qu'encore une fois, les conséquences de l'affaire Snowden, qui n'est qu'un symbole d'une certaine manière, que la question de la confiance va être posée et qu'il va falloir la résoudre et y répondre. Donc, évidemment, vous avez raison aujourd'hui, la totalité de la population ne se sent pas concernée. Je pense que ces choses-là vont évoluer. Au-delà de ça, on a été amené au Conseil national du numérique à travailler avec Valérie Peugeot, qui est vice-présidente, et qui a commis, je crois, parce que c'est plutôt la manière dont, je dirais, la société, les institutions ont accueilli ce rapport, qui, je crois, a commis un rapport sur l'inclusion numérique qui fera date. Et là-dedans a été poussé notamment le concept de littératie numérique. Vous savez qu'on compte Bernard Stiegler, qui est un grand chercheur, parmi les membres du Conseil national du numérique. Et Bernard Stiegler nous dit souvent, il nous a fait évoluer, moi je croyais qu'on vivait simplement un changement de civilisation avec le numérique, ce qui est déjà pas mal, vous me direz. Une espèce de révolution aussi importante que la révolution industrielle, plus la révolution de l'imprimerie, mais tout ça sur à peine 1 ou 2 générations. Les mutations en cours sont absolument majeures. Et ben Stiegler il nous dit c'est encore plus que ça. Il nous dit que ça équivaut quasiment à l'échelle de l'humanité au passage de la culture orale à la culture écrite. Donc vous voyez les transformations à l'œuvre et les changements que ça va évidemment engendrer. D'où l'idée
de littératie numérique qui a été poussé dans ce rapport et qui vise justement à poser cette question finalement de l'ensemble des clés de connaissances, de nouveaux types d'usages, de réflexion que l'on doit avoir sur ces usages et qui est posée à toute la société et qui a essayé de battre en brèche une idée que certains pouvaient avoir dans le monde du numérique il y a encore quelques années, j'en faisais partie d'ailleurs, à penser que ce que l'on appelle outre-Atlantique ou outre-Manche, les digital natives, d'une certaine manière, l'émergence de cette nouvelle génération qui sera née avec le numérique, qui en aura pratiqué les grands usages dès son plus jeune âge, eh bien mécaniquement se trouverait conscientisée et parfaitement à l'aise dans ce monde-là. Je crois que c'est tout le contraire aujourd'hui, et c'est en tout cas ce que le rapport sur l'inclusion numérique qui avait été mené par Valérie Peugeot essaie de montrer, c'est qu'il ne faut pas attendre des digital natives une espèce de génération spontanée qui lui ferait aborder l'ensemble des problématiques du numérique de manière naturelle. C'est évidemment, et vous avez raison Madame la rapporteuse de poser cette question, c'est éminemment plus compliqué que ça. Et donc, je ne peux pas vous résumer l'ensemble des dispositions qui ont été poussées dans ce rapport, mais il est évident que la question de l'enseignement nous paraît absolument clé. Et je vous dirais deux pistes qui me semblent devoir être absolument disjointes. La question de la réflexion sur l'usage est absolument clé. Faire réfléchir les élèves assez jeunes aux conséquences que peuvent avoir leur usage au quotidien, des médias sociaux, demain des objets connectés, etc., est quelque chose d'important. Vous savez, on est obligé de prendre ces références parce qu'elle est forte. Il y a déjà quelques années, Barack Obama a fait une vidéo. Alors, je ne demande pas à ce que forcément le président de la République française se mette à faire une vidéo à l'attention de l'ensemble des élèves de ce pays, mais c'est pour vous donner le niveau de conscience aux États-Unis de ces problématiques-là, puisque c'est la Maison-Blanche qui intervient, qui a fait une vidéo pour dire et rappeler aux enfants, aux élèves, je crois que c'était dans l'école primaire, qu'il fallait qu'ils fassent attention et que ce qu'ils pouvaient faire en ligne pourrait être conservé longtemps et parfois jouer contre eux et contre leur carrière, contre leur réputation, etc. Donc c'est pour dire que la question de l'usage me semble absolument clé. Et oui, il faut, c'est des choses qu'on pousse, on travaille en ce moment avec le ministère de l'Éducation nationale, oui, il va falloir de plus en plus qu'il y ait un enseignement et une réflexion autour de ces usages. Et pour approfondir ce que disait Godefroy, et qui est aussi je dirais un tropisme qu'on a beaucoup au Conseil national numérique, et que font très bien les Américains, qui dit enseignement, dit recherche. Et en France, on ne pense pas assez le numérique. Il faut qu'il y ait plus de chercheurs, il faut qu'il y ait plus de chaires, il faut qu'il y ait plus de travaux, plus d'appels à projets qui permettent à l'université et au monde académique français de se saisir de ces sujets-là, de les objectiver. Sinon, on est toujours dans les débats, est-ce que le jeu vidéo est plus violent, est-ce que ça encourage la violence chez les enfants ou pas? Chacun a un avis, ça n'a absolument aucun intérêt et les débats sont médiocres. Si on veut avoir des débats publics qui sont intéressants et efficaces, il faut qu'en amont de ces débats, il y ait un travail d'objectivation, de diagnostic, de pistes d'évolution qui soient poussées par la recherche. Et donc je pense que ça, c'est des choses qui sont importantes. Ça, c'est pour l'usage. Mais je vous dirais, il y a un autre volet qui rejoint la question de la littératie, qui rejoint la question de la culture numérique. On ne peut pas, dans ce monde numérique qui émerge et qui est en train de dévorer le monde analogique, les deux sont totalement imbriqués, il n'y a plus de séparation. Le numérique n'est plus un secteur, on a coutume de dire au Conseil national du numérique. Il instille sa dimension dans tous les secteurs de l'économie, dans tous les secteurs de notre vie sociale. On ne peut pas aborder ce monde numérique sans en comprendre les fondamentaux. Et là, je ne parle pas de l'usage, je parle du code informatique. De la même manière que l'école de Jules Ferry, dans un contexte de construction d'une économie industrielle, a enseigné les bases de la mécanique, puis de l'électricité, etc., etc., il est évident qu'aujourd'hui, on doit enseigner assez tôt, je ne sais pas où, ça c'est à des débats et à des chercheurs de le dire, ce n'est pas à nous, pas à moi en tout cas, mais en revanche, il me paraît évident qu'il faut enseigner le code, la programmation, les notions de base assez tôt dans le système éducatif français. Ça me semble une orientation majeure. Et vous voyez que pour ne rester que sur ces deux pistes-là, Madame la rapporteuse, je pense que la réflexion sur les usages et l'enseignement de ces usages et les bases de ce que c'est que la programmation dans un monde qui devient fortement numérique, pour moi, répondent un petit peu à cette problématique-là. Tu veux peut-être compléter et puis éventuellement répondre à la seconde question? Oui, alors simplement pour effectivement compléter, je pense qu'au-delà de l'aspect générationnel, je pense qu'en France, on aime séparer le monde entre sachant et non sachant sur un sujet, et sur le nucléaire comme sur le numérique sans doute.
Il faut avoir en tête que sur le numérique, nous ne sommes pas dans un rattrapage, nous sommes dans une invention. Et 80% des fonctions et des usages du numérique, je dis 80, j'en sais rien, l'essentiel, reste encore à inventer. Dès lors, d'abord, nous sommes tous dépassés à chaque instant. Et je crois que, enfin moi en tout cas, je peux témoigner que je suis dépassé chaque matin, mais que chaque matin, je continue d'apprendre. Et c'est cette attitude qui permet d'être en permanence, de s'adapter, de créer, d'imaginer le numérique. Parce que, c'est le deuxième point, puisque le numérique reste largement à inventer, il n'y a pas de forme de fatalité qui ferait qu'il détruirait nos valeurs, nos pratiques, etc. C'est au contraire l'occasion de les prolonger, de les apprendre. Il n'y a pas qu'un numérique. Il y en a plusieurs. Et si nous ne défendons pas le nôtre, nous nous ferons imposer celui d'autres. Si nous ne contribuons pas à l'inventer, il sera inventé pour nous. Et ça, je crois que c'est ça le message. Et ce message, il s'adresse, je dirais, aux élites comme aux universitaires, comme aux écoliers, comme à toutes les générations. Donc je crois qu'il y a un changement de paradigme. Nous sommes tous en train d'apprendre, et donc chaque fois qu'on apprend, on conquiert de la puissance d'agir. Alors, il y en a qui sont particulièrement, pour lesquels c'est évidemment important, ils ont un impact exceptionnel sur la société, c'est notamment les élites publiques. Il se trouve que l'État s'est doté de l'Institut des hautes études scientifiques et techniques. C'est peut-être un endroit à mobiliser plus avant. C'est des travaux souvent remarquables, des promotions qui gagnerait sans doute à être plus large. Donc voilà des choses. Et puis enfin, ce qu'a dit Benoît sur les chercheurs, oui, il faut de la recherche sur le numérique, et il faut aussi que cette recherche percole, que cette recherche aille irriguer la décision publique. Et donc, il ne nous faut pas des chercheurs dans leur tour d'ivoire. Et de la même manière que les fonctionnaires d'autorité ont un devoir de réserve, les fonctionnaires de connaissance doivent avoir un devoir de participation. Hein, il faut, et vous en avez d'ailleurs auditionné, je vous recommande vivement de continuer à le faire, évidemment, parce qu'ils ont évidemment à apporter dans ces débats. Alors, dernier point, pour répondre à votre interpellation, qui est quelque chose qui, moi, me tient à cœur, mais je sais qu'il tient à cœur à beaucoup, évidemment, au Conseil et pas seulement au Conseil, cette inquiétude sur l'infaillibilité des dispositifs et la nécessaire part d'ombre qu'il faut accorder aux individus au cas où les choses se mettraient à aller mal. On pourrait dire que la démocratie, c'est la transparence de la décision publique et l'opacité des individus, quand le totalitarisme, c'est l'opacité de la décision publique et la transparence des individus. Il faut qu'il y ait une forme d'équilibre entre ces deux points. Puisque l'opacité des individus est peut-être mise à mal, ou en tout cas renouvelée, et il faut contrer ces risques de dérive, alors il nous faut travailler sur la transparence de la prise de décision publique. Et si vous regardez les grands régimes totalitaires tels qu'ils ont été documentés par l'histoire, ils ne se caractérisent pas par la prise de décision en public, par la disponibilité des documents d'appui à cette prise de décision. Et d'ailleurs, au fond, tant mieux, puisque ça leur permet aussi de prendre des décisions spécialement idiotes, notamment dans le domaine militaire, qui conduit à leur effondrement, ou économique. Du coup, cette transparence aujourd'hui, ça peut vouloir dire que les appuis, les outils, les logiciels qui fondent la décision publique, qui fondent peut-être la distribution de ces, de ces petits documents comme la carte d'identité, qui sont probablement le genre de choses qu'avait en tête votre interlocuteur d'Angers, peut-être que ces outils aujourd'hui ne sont pas bien placés sous la garde de fonctionnaires et qu'il faut qu'ils soient rendus à une garde plus large. Peut-être que le fait de les passer en logiciel libre, c'est la manière de les mettre sous la garde de tous, d'en faire des biens publics qui seront difficiles ensuite à approprier pour y ajouter un champ scandaleux d'orientation religieuse, d'imagination raciale ou n'importe quoi. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il nous faut travailler radicalement sur cette transparence de manière à sortir par le haut de ce qui, sinon, aujourd'hui, est au fond une guerre défensive.
Voilà pour cette audition du Conseil national du numérique par les sénateurs de la mission d'information sur l'accès aux documents administratifs et aux données publiques. Vous avez notamment pu largement entendre Benoît Thielin, président du Conseil national du numérique et également fondateur de l'agence digitale, la NetSquad. Vous pouvez bien sûr toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire cet après-midi à 16h30 pour 24 heures Sénat, la séance présentée par Delphine Girard. On parlera de la proposition de loi modifiant la loi sur le contrôleur général des lieux de privation de liberté. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires. Jeudi à 14h45, suivez en direct la séance